économiste de formation, vous avez été également enseignante en économie, vous êtes une femme politique française, guyanaise, vous êtes également romancière, notamment d'un roman Grande Balane, si je prononce, Grand Balan, aux éditions Plomb en 2020. Vous avez été députée européenne, ministre de la Justice, garde des Sceaux de 2012 à 2016 sous la présidence de François Hollande. Et c'est à cette occasion que vous avez porté devant l'Assemblée nationale en France le projet de loi ouvrant le mariage et l'adoption aux couples de personnes du même sexe. Vous êtes aussi à l'origine de la loi tendant à la reconnaissance de la traite de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité, loi qui sera votée le 10 mai 2001, et le 10 mai est une date de commémoration importante. Donc merci pour votre présence au lycée Descartes. Je ne serai pas plus long, c'était pour vous faire connaître auprès des élèves avec qui vous souhaitez dialoguer et avoir des questions. Et je laisse maintenant la parole à Soufiane, qui est enseignant-chercheur, qui est enseignant ou chercheur. Oui, alors là, tu vois, autant j'ai fait gaffe à la biographie de Mme Taubira, autant nous, on s'est connus 10 minutes avant. En tout cas, c'est quelqu'un vraiment que je trouvais très sympathique dès le départ. Il fait de la recherche, il travaille sur les masculinités, il est podcasteur. Et maintenant, la parole est à lui pour poser des questions à Mme Taubira. Et si je me suis trompé, tu me corrigeras aussi. Bonsoir tout le monde. Je vais quand même commencer par remercier l'Institut français du Maroc, l'Institut français de Rabat, d'avoir créé cet espace d'échange entre Madame Christiane Taubira et les élèves du lycée Descartes. Je ne vais pas m'attarder sur la présentation, mais je vais quand même revenir sur Madame Christiane Taubira comme une source d'inspiration pour les jeunes en France, mais aussi au-delà de la France, pour ses engagements féministes et écologistes. Et donc notre conversation au début va se porter sur ça. Donc on va surtout parler de l'engagement de la jeunesse, de l'urgence climatique aussi. Et je vais commencer par vous poser une toute première question. Nous vivons dans un monde où il y a beaucoup des questions qui s'imposent, la question de l'écologie, la question de lutte contre les discriminations basées sur le genre. Et donc une toute première question, c'est pourquoi s'engager quand on est jeune? Alors les remerciements ayant été formulés, je joins les miens à tous ceux qui ont été adressés à Madame le professeur adjoint et des conseillers, Madame la directrice de l'Institut français. Et j'ajoute ma joie d'être là et de vous rencontrer, donc de vous connaître un petit peu, parce qu'à travers vos questions, je vais vous connaître, je vais percevoir vos états d'esprit, vos dispositions, votre tempérament, votre humeur. Je suis une sorcière, hein, je devine des tas de choses. À partir de 2 mots, je décline plein de choses. Donc je suis vraiment ravie d'être là. Merci à chacune d'entre vous et chacun d'entre vous. Pourquoi l'engagement ? Parce que la vie sans engagement n'a vraiment pas de sens. C'est-à-dire que nous sommes 7 milliards de personnes, au moins, et que nous ne sommes pas... En plus, nous vivons une période où nous savons comment se porte le monde, comment va le monde, et il va plutôt mal. Le monde va plutôt mal tout près de nous, il va plutôt mal loin de nous. Alors, lorsque je dis qu'il va plutôt mal, moi, je suis une optimiste absolument immodérée et comment dire, je ne dirais pas incontrôlable, c'est trop, parce qu'on a, pendant des années, on a dit que j'étais incontrôlable. Je me suis toujours fait contrôler par ma conscience. Donc, mais les autres contrôles, non, je les récuse. Mais je suis une optimiste absolument irréductible. Absolument irréductible. Alors, lorsque je vous dis que le monde va mal, ce n'est pas pour vous accabler, ce n'est pas pour vous décourager, c'est simplement pour faire un acte de lucidité. Mais il va très bien aussi. Il va très bien aussi. Il va mal parce que lorsqu'on a la préoccupation justement des inégalités, des discriminations, des injustices, on voit bien que cette brutalité qui sépare les femmes et les hommes dans le monde, cette brutalité s'aggrave. Mais il va très bien aussi parce que votre génération sait comment se porte le monde. Vous savez que le monde est vaste, qu'il est complexe, qu'il est différent, qu'il est différencié. Vous savez que des peuples se battent. Vous savez que des catégories de personnes elles-mêmes refusent l'état des choses. Donc le monde va bien aussi.
Pourquoi s'engager alors? Lorsqu'on a une conscience de l'état du monde, on ne peut pas être indifférent. Indifférent, je ne crois pas qu'il y ait du bonheur ni même de la sérénité dans l'égoïsme. Donc, si on sait comment se porte le monde et si on connaît la dimension vaste du monde, on a des causes qui nous préoccupent inévitablement, tout près de nous ou très très loin de nous. Et il n'est pas incompatible de s'engager tout près de soi et d'être solidaire de luttes qui sont livrées très très loin de soi. Personnellement, moi, mes engagements, ils datent du collège. Alors, j'ai commencé par des insolences, donc ça, c'était plus d'impertinence que d'insolence, d'ailleurs. Hein. L'impertinence, c'est la présence d'esprit dans la riposte, hein, par rapport à l'insolence qui peut être très indisciplinée et qui peut même friser un peu la grossièreté parfois. En tout cas, qui a des aspects moins sympathiques. L'impertinence, c'est la présence d'esprit dans la riposte. Ça se travaille, hein, on en a un peu, et ça se travaille bien entendu. C'est-à-dire que lorsqu'on se cultive, lorsqu'on s'interroge, lorsqu'on se préoccupe des autres, on a un esprit de plus en plus aiguisé. Et par conséquent, on a des réflexes qui sont plus rapides que les réactions. Mais très très vite, j'ai dépassé l'insolence, l'impertinence et l'insolence pour en arriver à l'engagement. Parce que lorsqu'on est au collège, on est confronté à des situations qui appellent une mobilisation. Ce n'est pas pour rien que dès la 6e, il y a des délégués de classe. Il y a des situations qui appellent qu'on défende une ou un élève, qu'on explique, qu'on apporte des éléments avant une décision prise par des adultes, qu'il s'agisse d'enseignants ou de l'administration. Donc pour moi, l'engagement est vital. Il peut prendre 1000 formes. Après, lorsqu'on devient adulte, ça peut être un engagement associatif, ce peut être un engagement syndical, ce peut être un engagement politique. L'engagement prend 1000 formes. L'engagement, c'est juste le contraire de sa petite vie individualiste et égoïste. J'ai écrit Queer Maroc. Je suis très content de vous. Ah oui, pardon. Et justement, j'aimerais vous poser la question sur le rôle de la littérature et la culture. Je ne révèle rien quand je dis que vous êtes une passionnée de culture et de littérature. C'est quelque chose qu'on le sait, justement. Quel rôle joue la littérature et la culture dans l'engagement en général, mais surtout l'engagement des jeunes? C'est toute la vie hein, qu'il faut, parce que c'est un bonheur simplement, hein, accéder à la littérature, accéder aux cultures. Alors je me permets de mettre les cultures au pluriel, parce que toute communauté humaine a construit une culture, c'est-à-dire qu'elle a construit une matrice de relations, de repères fondés sur des valeurs, sur des principes. Alors parfois c'est très défendable, parfois c'est contestable, mais toute communauté humaine a construit une façon de vivre ensemble et d'avoir des références communes, des références partagées. Donc les cultures sont constitutives du patrimoine de l'humanité, et la culture la plus lointaine, la plus minoritaire, participe quand même de ce patrimoine et donc constitue une richesse qui nous est commune. Alors nous pouvons, elle peut nous être commune dans l'ignorance, elle peut nous être commune dans la découverte, y compris dans l'ambiguïté. Hein. Parfois, les cultures conservent de l'opacité, elles ne se livrent pas totalement, donc parfois on ne comprend pas bien pourquoi certaines pratiques en cours dans des sociétés. Il y a des choses absolument mystérieuses, mais cette opacité, elle fait partie néanmoins du patrimoine. Donc l'accès aux cultures, la curiosité pour les cultures est une façon d'élargir son propre univers et de féconder son propre imaginaire. De savoir qu'une communauté humaine sur tel continent vénère tel esprit ou telle représentation végétale ou animale, explique la création du monde d'une façon ou d'une autre, utilise un certain nombre de mots dans sa langue, danse d'une façon particulière, a des rituels avant certains repas, etc. Tout cela, ça nous enrichit. Donc la curiosité vis-à-vis des cultures, c'est extrêmement important, c'est un gain pour chacun d'entre nous. La littérature, c'est de la culture. Alors la littérature telle qu'on l'entend à notre époque et dans nos lieux, c'est généralement de l'écrit.
même s'il y a les arts vivants qui sont très, très importants et qui contribuent à la circulation des cultures. Mais la littérature, c'est de l'écrit. Il n'empêche que dans cet écrit-là, il y a beaucoup d'oralité. Il y a de très nombreuses sociétés qui ont été pendant très longtemps des sociétés orales où le savoir, les fantaisies, les créations, les inventions se sont transmises par voie orale. Et puis, ces sociétés sont entrées dans l'écriture. Certaines ont fait entrer dans l'écriture une oralité particulière. Et c'est la question des styles. Et il est intéressant, puisque le Maroc fait partie, je crois, des pays francophones, non ? Hein, tout à fait officiellement, il est intéressant de savoir que le français, qui est une langue qui a circulé du fait des conquêtes coloniales, que le français s'est installé dans les anciennes colonies et qu'il a grandi d'une autre façon dans ces anciennes colonies. C'est-à-dire que le contact de la langue française, qui était une langue dominante, une langue d'oppression, ce contact avec les autres cultures qui existaient déjà dans ces pays, ont donné une autre langue française. Une autre pratique de la langue française, un autre enrichissement de la langue française, un autre conservatisme aussi de la langue française. Moi, j'aime beaucoup retrouver de vieux mots français qu'on n'utilise plus en français, mais qu'on entend encore dans d'anciennes colonies. Donc, c'est un peu le caractère conservateur de la langue française dans ces pays. Mais surtout, le français est presque devenu une langue native, c'est-à-dire au contact des langues natives, le français s'est acclimaté, il s'est enraciné dans ces sociétés-là. Donc, même lorsque la littérature devient écrite, l'oralité traverse. On voit bien que le style le plus intéressant des autrices et des auteurs de ces sociétés-là, c'est un style qui arrive à mailler la langue française lorsque c'est écrit en français, avec des réalités culturelles, des réalités anthropologiques, des réalités sociologiques particulières, des réalités cosmogoniques telles qu'elles ont été transmises de génération en génération. Donc la littérature est extrêmement importante parce qu'elle est l'expression vivante à la fois des traditions, mais également des créations et des inventions. Donc pour ces raisons, l'accès aux cultures et à la littérature sont profondément émancipateurs. L'accès est profondément émancipateur et il est bon d'avoir de la curiosité. Mais je vous explique tout ça, ça a l'air très rationnel, très raisonnable, très structuré, très argumenté. Mais si je dois vous donner une seule raison de lire, c'est-à-dire de prendre en compagnonnage la littérature, quelle qu'elle soit, c'est le plaisir. C'est franchement le plaisir. C'est le plaisir. C'est le bonheur de découvrir des choses, d'apprendre des choses, de s'évader, de s'en aller, sans bouger. C'est vraiment le plaisir. Et puis le reste, ça vient vraiment de surcroît. Alors, vous dites qu'effectivement, la littérature est une composante importante des différentes cultures. Et effectivement, l'importance du style, ce que vous dites. La culture peut être aussi politique, elle peut être sociale, peut nous interpeller. Vous avez parlé, par exemple, de la question de la langue, et notamment l'usage du français. Certains des grands écrivains du Maroc, Abdelkébir Khatibi et Monem Maler, dont nous avons une salle ici, à un moment, se sont réappropriés la langue. C'est pour ça qu'on différencie, c'est plus une littérature marocaine de langue française que d'expression française. C'est-à-dire, il y a un usage de la langue, mais c'est pas justement l'expression au même titre que celle qui peut avoir lieu en France. La langue fait l'objet d'un usage social dans le contexte des pays anciennement colonisés. Ça vaut pour l'anglais en Inde. Ma question serait la suivante. Comment est-ce qu'on peut concilier justement cette pluralité des cultures dont vous parlez, qu'on peut retrouver dans les arts, dans la politique, dans des mouvements sociaux, et ce que Jacques Rancière appelle l'appartenance à un monde commun? Comment, vous voyez, concilier, si c'est conciliable, ou comment du moins vivre dans ce monde-là, entre d'un côté les particularités, les différentes cultures avec toutes leurs composantes, et de l'autre côté l'appartenance à un monde commun? Merci.
Déjà, le monde nous est commun. Nous pouvons ne pas en avoir conscience, mais le monde nous est commun. C'est-à-dire que les problématiques les plus urgentes aujourd'hui sont des problématiques qui nous concernent tous, toutes, où que nous soyons. La question de la disponibilité en eau potable, la question des bouleversements climatiques, la question de l'accès à l'éducation. Ce sont des problématiques qui nous sont communes. Nous avons choisi pendant plusieurs générations de les ignorer, mais ces problématiques ont toujours été communes. Et la conscience du caractère commun du monde, c'est une conscience qui remonte à pratiquement une trentaine d'années. Je suis bien placée pour le savoir, parce que ce sont les observations satellitaires qui nous ont permis, aux scientifiques, aux chercheurs, aux chercheuses, de comprendre que la planète est une. C'est-à-dire que nous sommes liés solidairement et que les frontières sont souvent complètement illusoires, qu'il y a des frontières qui sont tracées par le fait de l'histoire et d'accords entre pays, l'aboutissement de guerres qui donnent lieu à la paix, à des accords et à la fixation de frontières, mais les frontières physiques n'existent pas, au sens où il y a, par exemple, deux pays vont se partager un bassin versant, sauf que dans le bassin versant, il y a l'unité des systèmes écologiques, des écosystèmes, et cette unité fait que le monde nous est commun, et qu'une pollution, par exemple, dans un pays, va forcément toucher le pays voisin, parce que simplement le cours d'eau est partagé. Donc le monde nous est commun. Nous n'avons pas forcément pris la mesure, au moment où les satellites nous révélaient l'unité de la Terre, nous n'avons pas nécessairement pris la mesure de ce caractère commun du monde, mais le monde nous est commun. Ceci étant, le concept, selon Jacques Rancière, va au-delà. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement ce monde physique qui nous est commun, mais ce monde tel que nous le modelons, tel que nous le définissons, tel que nous le portons. C'est lui qui nous est commun. Il n'y a pas, de mon point de vue, d'antagonisme entre le fait de laisser et de faire s'épanouir des cultures. D'une part, de défendre des langues. Vous avez de grands esprits, comme Édouard Glissant, mais d'autres aussi, qui vous disent que lorsque une langue meurt, c'est vraiment une part de l'imaginaire du monde qui disparaît. Même si cette langue a très peu de locuteurs, mais il y a une part du patrimoine que nous perdons, y compris lorsque nous n'en sommes pas conscients. Donc ce monde commun, il est là, mais il nous faut choisir de vivre dans ce monde commun. Et il n'y a pas d'antagonisme, je le disais, il n'y a pas de contradiction entre le fait de préserver des cultures, de préserver des langues, de préserver des gastronomies, des façons de danser, des façons de traduire scripturalement des expressions, des croyances, etc. Il n'y a pas de contradiction entre cette préservation de culture, au pluriel, et la construction, l'édification d'un monde commun. Ce sont des choix. Alors, vous commenciez votre question sur le ton de la langue et de sa portée sociale et du caractère politique de la culture. Oui, la culture est éminemment politique. Et l'usage de la culture est éminemment politique. Décider, par exemple, que la culture est un bagage élitaire, élitiste et excluant donc une majorité de la population, c'est un choix politique. Décider que la culture doit être à la portée de toutes les citoyennes et de tous les citoyens et que les jeunes doivent en être imprégnés et que la culture doit être enseignée, la culture, les arts, toutes ces expressions-là doivent être enseignées dès l'école élémentaire et peut-être même dès la maternelle, c'est un choix politique, absolument incontestablement. Le fait de choisir d'écrire en français, par exemple, dans d'anciennes colonies, c'est un choix politique, même si c'est un choix implicite, même si c'est un choix inconscient, c'est un choix politique. Alors, ce n'est pas un choix politique d'appartenance au sens où je renie ma culture et j'adhère à la culture française. C'est un choix politique au sens où cela emporte implicitement, même si on ne se pose pas la question, cela emporte implicitement la question du lectorat. Pour qui j'écris? Qui me lira?
Qui aura accès à cette démarche que je fais de partager mon imaginaire, de partager mes préoccupations, mes inquiétudes, mes enthousiasmes, etc. En ce sens, c'est un choix politique. Donc, ce n'est pas un choix politique qui appelle d'appréciation critique. En tout cas, moi, j'estime que les auteurs doivent être complètement libres de s'exprimer dans la langue qu'ils choisissent. Ils choisissent leur langue d'expression, d'imagination, de narration. Ils ont parfaitement le droit de choisir. Donc, il n'y a pas d'appréciation critique à avoir sur le fait d'écrire en français ou de choisir d'écrire dans sa langue native. Mais il demeure que c'est un choix politique dans le sens où je le disais. Donc, bâtir un monde commun, c'est surtout bâtir un monde sur des valeurs. C'est dire, est-ce que c'est important pour nous l'hospitalité, par exemple ? Est-ce que ça a du sens de poser l'hospitalité comme un principe de vie ? C'est dire, est-ce que c'est important la solidarité ? Et quelle forme peut avoir la solidarité ? C'est dire, quelle est la priorité, le temps présent, où on grille tout ce qu'on a maintenant, ou la préoccupation du futur pour les générations à venir, et donc comment on pense une société de sobriété, comment on pense une société de partage, comment on pense ça. Donc c'est ça le monde commun. Il y a le monde commun physique, comment on préserve ensemble l'eau disponible, comment on préserve ensemble la captation du carbone, donc les forêts, donc les arbres, comment on préserve ensemble nos écosystèmes. Et puis, il y a le monde commun qui est le monde de valeurs et comment le préserver aussi pour les générations à venir. Et puis, Madame Christiane Taubira, il y a la question de la jeunesse qui est au cœur de votre engagement politique dans les lois que vous avez défendues, mais aussi en tant qu'autrice. Vous avez publié, entre autres, en 2006, L'esclavage expliqué à ma fille, et puis en 2016, Murmure à la jeunesse. Ma question est la suivante. Comment mobiliser aujourd'hui les jeunes pour défendre des causes qui sont d'actualité? On a parlé d'écologie, on a parlé de lutte contre les discriminations basées sur le genre. Comment les mobiliser et comment les impliquer aujourd'hui? Comment surtout rendre ces engagements accessibles aux jeunes? Alors, nous avons quand même une jeunesse pas mal mobilisée. Moi, je constate que les jeunes s'engagent. Ils s'engagent sur des causes extrêmement différentes, extrêmement diverses, sous des formes extrêmement variées. Mais d'une façon générale, la génération qui vient là immédiatement, donc j'allais pas dire les générations, c'est-à-dire aussi bien les ados, les pré-ados, les ados que les vingtenaires, c'est plutôt une jeunesse qui s'engage. Alors, moi, mon souci, c'est moins, même si je pense qu'il faut aller parler et dire l'engagement, c'est important, voilà les formes que ça peut prendre, voilà ce que ça peut signifier dans votre vie. Je conçois qu'il faille encore le faire et je suis prête à le faire très, très volontiers. Mais il demeure que je constate ces engagements-là. Moi, ma préoccupation, c'est comment je permets à cette génération de gagner du temps. C'est un peu mon obsession, c'est pour ça aussi que je bouge beaucoup et que je rencontre très, très volontiers la jeunesse, parce que mon souci, vraiment, mais d'une façon qui pas obsessionnelle, parce que je vis pleinement. Hier soir, j'étais au concert de jazz. Moi, je vis pleinement. Les plaisirs, c'est pour moi. Chaque fois que je peux, je les capte, je les attrape. Voilà. Je picore. Voilà. J'aime trop les plaisirs. J'aime trop la vie. Selon les villes où je me trouve, je sors absolument tous les soirs. Quand je suis à Paris, je sors absolument tous les soirs. Ce que j'ai fait, y compris lorsque j'étais ministre, j'ai dû batailler pour ça, parce qu'évidemment, j'avais un directeur de cabinet et un cabinet qui se dépêchait de prendre mes créneaux, et chaque fois que j'avais mis sortie au théâtre ou à l'opéra ou au concert, etc., ils se dépêchaient de prendre le créneau. Donc je leur disais, c'est pas comme ça, je vais pas changer de vie, je vais continuer à sortir. Je reviens au ministère après, ce que je faisais systématiquement. Donc après l'opéra, après le concert, après le théâtre, je revenais travailler au ministère. Donc je leur disais, si votre réunion est si urgente qu'elle nécessite de me piquer ma séance de théâtre, je maintiens ma séance de théâtre et on prend la réunion après. Je me retrouvais quand même toute seule au ministère. Mais ce qui prouve que la réunion n'était pas si urgente que ça. Mais c'était la facilité de piquer mon créneau. Ça s'intitulait rendez-vous privé. C'était pas écrit théâtre, opéra, etc. Et je vais vous avouer quelque chose que je peux dire maintenant publiquement. Il y avait 3 jeunes dans mon cabinet. Et je sais qu'avec les jeunes, j'ai toujours eu une grande complicité avec les jeunes.
Donc, je me suis arrangée avec ces 3 jeunes-là. Je leur ai dit, vous surveillez mon agenda, s'il vous plaît. Lorsque mes sorties la sautent, vous m'alertez. Et ils étaient d'une rigueur extraordinaire. Donc, je recevais un SMS, Madame la garde des Sceaux, votre rendez-vous privé de demain soir a sauté. Ce qui me permettait de rétablir mon rendez-vous privé de demain soir. Donc, j'étais en train de dire que oui, de façon obsessionnelle, presque obsessionnelle, j'ai très envie de permettre à cette génération de gagner du temps. Et je pense que c'est un devoir de génération. C'est un devoir de passer le flambeau. Et passer le flambeau, ça ne veut pas dire, voilà, j'ai une circonscription, je te lègue ma circonscription comme si c'était un héritage. Ça veut dire très clairement l'expérience que j'ai eue, les erreurs que j'ai commises, ce que j'ai compris du fait de difficultés, du fait de mécanismes qui fonctionnent indépendamment de soi, etc. Tout cela, je te l'explique pour que tu gagnes du temps. Et ça, chez moi, c'est une préoccupation parce que je crois qu'effectivement, nous sommes dans l'urgence. Je crois que cette génération a besoin d'être efficace très vite. En tout cas, nous avons besoin que cette génération soit efficace très vite. C'est pour ça que j'ai passé beaucoup de temps. Je m'étais fixé de passer 2 ans à faire de la transmission. Ça fait presque 6 ans maintenant que j'en fais, mais je vais lever le pied parce que j'ai quand même un peu brûlé mes vaisseaux sur cette transmission. Mais c'était important pour moi. De permettre. Et j'ai écrit Murmure à la jeunesse. Alors, l'esclavage raconté à ma fille, effectivement, après l'adoption de la loi, pour expliquer, parce qu'il y a tellement de sujets transversaux qu'il faut lire des tas de livres. Et là aussi, je voulais que la jeunesse gagne du temps, qu'elle ne soit pas obligée de prendre 20 ans comme moi à lire toutes sortes de livres sur le sujet. Donc, elle gagne du temps. C'est pour ça que c'est sous forme de questions-réponses. Et puis, Murmure à la jeunesse, c'est un texte que j'ai écrit parce que je me suis retrouvée dans une situation où justement les valeurs font la différence. C'était au moment où le président de la République et le gouvernement français s'apprêtaient à inscrire dans la Constitution la déchéance de nationalité pour les citoyennes et citoyens binationaux. C'était dans le cadre de la guerre contre le terrorisme, enfin de la guerre que le terrorisme nous avait déclarée et des ripostes que nous en faisions. Et c'était une arme de dissuasion pour les terroristes. Sauf qu'évidemment, ça ne dissuade pas des terroristes qui eux-mêmes se mettent une ceinture d'explosifs et vont tuer les gens qui ne leur ont rien fait en se tuant eux-mêmes. Donc la nationalité, c'est vraiment pas leur problème. Et ceux qui ne se mettent pas de ceinture d'explosifs, ceux-là, ils se mettent en scène avec des vidéos où on les voit brûler leur passeport. Donc la nationalité, ce n'est pas leur problème non plus. Donc si la déchéance de nationalité ne concerne pas les terroristes, qui allait-elle concerner? Et donc pendant 1 mois et demi, j'ai essayé d'expliquer que ça n'allait pas concerner les terroristes, mais que par contre, ça allait concerner des Françaises et des Français bien vivantes, bien vivants, bien loyales et bien loyaux à la France. Et que inscrit dans la Constitution, c'était construire 2 catégories de citoyennes et de citoyens. Et c'était ouvrir le champ à des lois discriminatoires. Parce qu'à partir du moment où la Constitution elle-même reconnaît 2 catégories de citoyennes et de citoyens, toute loi discriminatoire devient constitutionnelle. Et le Conseil constitutionnel ne peut plus sauver les citoyennes et les citoyens parce qu'il ne peut pas récuser une loi, rejeter une loi, au motif qu'elle est inconstitutionnelle, puisque elle deviendrait, ces lois discriminatoires deviendraient. Alors j'ai quand même, l'enjeu était tel que j'ai pris le temps pendant 1 mois et demi d'essayer de convaincre, et lorsque j'ai constaté que je ne parvenais pas à convaincre, c'est-à-dire que mes arguments n'arrivaient pas à supplanter d'autres arguments qui, à mon avis, sont bien inférieurs, à savoir quelques calculs partisans et quelques calculs politiques, j'ai décidé de ne pas être mêlée à cela. Et c'est bien ce que j'ai dit très clairement. Je dis, il est hors de question que je sois mêlée à cela. Donc, proposition m'a été faite de ne pas porter le texte de loi constitutionnelle et que le Premier ministre s'en charge. Et j'ai dit non, je suis garde des Sceaux. Je garde la Constitution et par conséquent, je ne vais pas juste détourner le regard lorsque vous défigurez la Constitution. Donc, il ne suffit pas que le Premier ministre s'en charge et que moi, j'en sois déchargée. J'estime que
ce serait laisser faire. Et je n'assumerais pas de laisser faire. Donc j'ai choisi de quitter le gouvernement. Et j'ai donc écrit Murmure à la jeunesse pendant les 10 derniers jours, parce que j'ai présenté trois démissions, 3 lettres de démission au président de la République. Parce que la première, il m'a dit, bah, attends, on va trouver une solution. La deuxième, il m'a dit, mais patiente, on avance. La troisième, je lui ai dit, là, c'est bon, hein. Que tu veuilles ou pas, je me tire. Donc, je le dis tranquillement, publiquement, parce que le président lui-même, hein, il a écrit dans un livre et il a dit publiquement que son seul regret avait été de n'avoir pas suffisamment écouté la garde des Sceaux. Bon, donc comme il a assumé publiquement, moi je peux le dire publiquement également, alors que j'ai une très grande discrétion sur les choses qui se sont passées à l'intérieur du gouvernement. Mais lui, il l'a écrit, il l'a dit, donc je peux le dire aussi. Donc j'ai présenté 3 lettres de démission. Je lui ai dit dès la première lettre que les Français avaient été blessés par les attentats de novembre 2015 et que je ne veux pas ajouter de la souffrance et que par conséquent, je veux partir discrètement. Je ne veux pas créer de crise au sein du gouvernement, parce qu'on n'avait pas besoin de ça. Donc, je dépose ma démission et voilà, je vais partir tranquillement, proprement, etc. Et c'est pour ça que ça a duré 1 mois et 3 lettres de démission. Mais j'ai fini par partir et j'ai écrit Murmure à la jeunesse pendant les 10 derniers jours au gouvernement. C'est le livre que j'ai écrit en étant le plus tourmentée, vraiment. Tourmentée pour cette jeunesse, pour l'avenir. Et puis pour la façon dont nous étions collectivement désorientés. Parce que, en fait, ce que j'ai compris, c'est que nous étions désorientés. Qu'avec les valeurs, les idéaux de gauche, que les valeurs que nous défendions depuis de nombreuses années, que nous soyons capables d'envisager, d'inscrire dans la Constitution des dispositions qui allaient faire 2 catégories de citoyennes et de citoyens, je me suis dit c'est que nous sommes très désorientés et que voilà, il faut faire de la transmission. Madame Taubira, une toute dernière question avant de donner justement la parole à la jeunesse, aux jeunes qui sont ici présents. Alors je vous reprends, vous dites dans un podcast, Femme puissante sur France Inter, je vous reprends, vous dites « Gamine, j'ai pressenti qu'il fallait que je me débarrasse de la peur et que ma liberté se construirait dans mon rapport à elle. » La question que j'ai envie de vous poser, comment vaincre sa peur, surtout quand on est jeune ? Alors, la peur est un sentiment à la fois de vigilance et d'affaiblissement. C'est un sentiment de vigilance parce qu'on est dans une situation et on a peur parce qu'on a repéré quelque chose. On a repéré un danger, on a repéré un risque, on a repéré quelque chose qui peut nous bousculer, nous écraser, nous détruire. Donc, la peur est un sentiment qui s'empare de nous. Si on le laisse s'emparer de nous, évidemment, on est défait. On est défait. On est affaibli, on n'a pas les moyens d'affronter la situation. J'ai compris très tôt, très vite, qu'on était défait, justement, si on se laissait couler dans la peur. Moi, j'ai grandi dans une famille monoparentale. Je suis de conditions sociales modestes, très modestes même. Très vite, on apprend dans ces milieux-là. Ma maman m'avait inscrite dans une école confessionnelle privée, donc payante, alors que nous sommes de milieux modestes. Mais l'école publique à l'époque était plus ou moins balbutiante. Elle avait plutôt mauvaise presse. Donc nous, les filles, ma maman avait tenu à ce que nous ayons une éducation de meilleure qualité. Donc elle s'est sacrifiée pour nous inscrire en école confessionnelle payante. Et dans cette école confessionnelle, moi, j'ai été confrontée au racisme très vite, même si je ne savais pas le nommer comme ça. Mais je voyais bien des différences de comportement par les religieuses. Alors, je n'étais pas une enfant facile, hein. Je vous ai dit que j'étais insolente. Après, je suis devenue impertinente. J'étais remuante. Voilà, donc je n'étais pas une enfant facile. Mais j'estime que c'est toujours au fort de créer les conditions de dialogue, de compréhension mutuelle. Même entre 2 adultes, c'est le plus fort ou la plus forte qui doit faire le plus gros effort pour rendre possible le dialogue, la compréhension mutuelle. Donc, même si j'étais une enfant remuante, c'était quand même aux adultes, aux religieuses adultes, de faire l'effort de m'apprendre à canaliser mon énergie, ma vivacité, etc., plutôt que de me faire subir des humiliations, vraiment des humiliations délibérées et des discriminations.
Donc, moi, j'ai grandi dans un milieu, dans un contexte chargé de vulnérabilité, en tout cas de vulnérabilisation. J'aurais pu accumuler des vulnérabilités. Je crois que j'ai compris de façon implicite, je me l'explique adulte, mais enfant, c'était plus un réflexe de survie qu'un raisonnement. Mais j'ai compris très vite que ça allait m'anéantir. Donc, j'ai vraiment réglé mes comptes avec la peur très très vite. Je ne prétends pas ne pas avoir peur, mais j'ai compris que la peur est une vigilance. Mais cette vigilance, elle doit justement m'aider à être attentive, à rassembler mes forces, à être lucide, mais elle ne m'écrase pas. Il est hors de question qu'elle m'écrase. Il n'est pas question qu'elle m'affaiblisse. Donc, c'est ce que je peux vous dire à vous les jeunes. Je ne vous dis pas n'ayez jamais peur. Le courage, ça n'est pas de ne pas avoir peur. Le courage, c'est de surmonter sa peur. Et surmonter sa peur, ce n'est pas juste pour faire un acte de courage, c'est pour être capable de mobiliser toutes ses ressources pour affronter la situation qui a généré, qui a provoqué cette peur. Merci beaucoup. Et maintenant, ouais, exactement, bah, je m'en occupe. Tu veux comme tu veux. Des questions, hein? Comme tu veux, tu veux que j'aille moi, comme tu préfères. Donc voilà, l'idée. Ah ben, il y a quelqu'un. Alors l'idée, c'est voilà maintenant de jouer le jeu des questions-réponses, notamment d'entendre la jeunesse. Alors il y a la jeunesse n'est qu'un mot, dit Bourdieu. Hein, on est toujours le jeune, le vieux de quelqu'un, parce qu'il y a tous les âges en fait dans la salle. Avec votre autorisation, ouais, alors il y a la parole des invités. Il y a Nadia qui demande. Il y a aussi voilà, on fait un peu, c'est une phase tournante. Des adultes, des adolescents, comme ça tout le monde a la parole, qui n'est pas juste une catégorie d'âge, si vous êtes d'accord, qui est la parole et que tous les âges puissent à un moment intervenir. Donc là, il y a une personne. Après, il y a monsieur derrière, une troisième personne là. On va prendre un devant, un derrière. Comme ça va faire l'accordéon. Un devant, un derrière, c'est pas mal déjà. Bah oui, tu vois, ça fait l'accordéon. Bonsoir. Écoutez, moi je suis ravie, Madame Taubira, de vous voir, mais je suis ravie et je suis émue et je vais vous dire pourquoi. Parce que mon mari, Nourdine Saïl, qui était un grand intellectuel de ce pays, qui est décédé, d'ailleurs il a une salle dans ce beau lycée, la salle Nourdine Saïl. Alors je vais employer un terme de Jones, il vous kiffait absolument. Et d'ailleurs, il vous surnommait la fusée Taubira. Donc, il vous a suivi depuis le début. Et donc, je pense qu'il aurait été ravi de vous rencontrer, de vous voir là ce soir. Donc, je suis là à sa place. Mais vraiment, donc vous, Taubira, je vous ai bien suivi aussi. Et donc, voilà, c'était juste, je suis ravie de vous rencontrer et émue en même temps. Voilà, je vous offrirai mon livre tout à l'heure si vous avez quelques minutes. Mais c'était vraiment très personnel, vraiment de vous rencontrer. Voilà. Merci, madame, pour cette émotion et cette délicatesse. Merci profondément, vraiment. Nourdine Sahel avait dirigé, c'était un philosophe d'ailleurs, il a dirigé le centre cinématographique marocain. Sans lui, Femme écrite de Larsen Zinoun ne serait jamais sorti au Maroc. Je le dis publiquement, c'est vraiment un grand monsieur et tu sais tout le bien que je pense de Nourdine Sahel. Je voulais aussi le dire publiquement et merci d'être venue Nadia et merci pour ta remarque. Vous avez dit quelque chose à un moment d'extrêmement bien quand vous parliez des réunions privées, d'aller à l'opéra, etc. Il y a monsieur le proviseur adjoint qui est là. Demain, il y a l'Olympique de Marseille qui joue à 17h45. Je termine à 18h. Alors, si vous reportez le cours, je serai ravi. Non, blague mise à part, on aura cours. Et on prend... Oui ou non, je voulais le dire parce que vous me connaissez, vous savez également le respect aussi, l'amitié que je vous porte. Mais là, quand vous avez dit ça, j'ai pensé vraiment à ça. Demain, je les ai de 17h à 18h. Il y a l'Olympique de Marseille qui joue. Je pense qu'à un moment, j'ai lu aussi dans votre biographie que vous avec Bernard Tapie, vous étiez engagé au début dans la vie politique. Je laisse après ce qui s'est passé, mais au début, j'ai cru comprendre que vous êtes engagé avec Bernard Tapie au début. Et comme mes élèves savent que je supporte l'Olympique de Marseille, je ne pouvais pas ne pas en parler aujourd'hui. Mais je referme la parenthèse. Et monsieur qui est en bleu voulait la parole. Après, voilà. Après, il y a madame. Et après, il y a un autre élève. On fait comme ça, je prends un peu devant et un peu derrière. Vous avez gagné votre match, vous croyez ? Alors, bonsoir.
Déjà, je tenais à préciser que je suis là. Oui. Que je suis très honorée de vous rencontrer. Je parle au nom du club féministe du lycée, dont je suis la présidente cette année, et on est ici très admiratif de vous et de votre travail, donc c'est un honneur de vous rencontrer. Moi, j'avais une... C'est gentil. Et donc moi j'avais une question. Vous évoquez souvent l'importance de la lecture et vous avez vous-même écrit de nombreux ouvrages. Je me demandais, est-ce que dans un monde qui malheureusement lit de moins en moins, surtout les jeunes aujourd'hui, est-ce que vous pensez que l'écriture et la lecture restent des outils efficaces pour la lutte contre les inégalités sociales ? Je croyais qu'on prenait plusieurs... Alors, il y a également Amina Achour qui va... Pardon. Amina Achour qui a une question. Amina Achour a écrit un très beau livre d'échange, de dialogue avec Abdelkhader Kilito. Merci Jean d'avoir appelé ça. Merci Madame Taubira. On a passé un excellent week-end à Fès où vous m'avez dédicacé vos livres. Malheureusement, je n'ai pas encore lu. Ben oui, je suis franche. Par contre, je voudrais vous poser une question. Que pensez-vous des trauma studies qui ont, depuis les années 80, on voit beaucoup de livres, de publications dans ce genre. J'ai dans la tête le livre de Marie Scondé, Tituba, moi sorcière, et puis plusieurs années quand même plus tard celui de Céline Agnan, Emma, qui m'ont bouleversée quand j'ai lu ça. Les sciences humaines, évidemment, et puis la littérature n'a pas été en reste. Ils se sont beaucoup occupés de ça. Et donc, pensez-vous que la littérature peut être, oui, pour la transmission, vous l'avez évoqué tout à l'heure, et est-ce que c'est salvateur? Ça permet de vivre. D'ailleurs, on le voit dans leur style, comment ils écrivent, comme vous dites, avec leur culture, avec leur trauma, avec leur trip, quoi, avec leur vie. Voilà, c'est ça. Bon, il y en a une, quand même, ils sont, par exemple, Marie-Céline Agnan, elle est descendante d'esclaves, alors que le personnage de Tituba, moi sorcière, le vivait. Donc... évidemment, comme c'est un peu transgénérationnel. Merci, Madame Taubira. Bonjour, Madame Taubira. Je suis très enchanté de faire votre connaissance et j'admire beaucoup votre parcours parce que vous êtes une femme noire et j'imagine que ça a dû être très difficile de réussir à imposer votre vision du monde à une France qui est gouvernée majoritairement par des hommes blancs. Et je sais que vous avez dû endurer sûrement beaucoup de commentaires racistes et machistes sur vous. Et je voudrais vous demander comment est-ce que vous conseillerez quelqu'un de réagir face à quelqu'un qui essaye sans cesse de le rabaisser et qui vous méprise? On va prendre une dernière question et Madame Taubira va répondre et après on fait une deuxième tournée. Bonsoir Madame Taubira. Vous n'êtes pas une femme qu'on présente, vous êtes un symbole, pas seulement pour les Français mais pour d'autres nationalités aussi. Donc ma question est, je dévie un peu de la culture, je parle de vos combats dans la vie. Après vos interventions à l'Assemblée nationale, après vos combats au Parlement, après la loi du Pacte, après la loi du mariage pour tous, après le poème avec lequel vous avez marqué votre passage à l'Assemblée nationale, nous les peu, nous les gueux, nous les riens, je me demande quelle est votre réaction face à la présence aujourd'hui d'une chaîne comme CNews en France. Merci. Bien.
Ça fait beaucoup, les questions sont de très grande qualité, donc ça va être compliqué d'y répondre. Vous me pardonnerez si mes réponses sont peu satisfaisantes ou si elles vous paraissent inachevées ou insuffisantes. Je vous embrasse, madame, hein, une fois. Pardon, parce que s'installer... Oui, s'il vous plaît. Et j'attends votre livre. Que je lirai parce que j'aime vraiment lire. J'aime vraiment lire. Alors, je fais à peu près dans l'ordre quand même. Mademoiselle la présidente du club féministe. Donc sur la littérature dans la période effectivement des réseaux sociaux, des chaînes d'infos en continu, etc., à la place de la littérature et de la culture, notamment dans l'objectif de lutter contre les inégalités. Lutter contre les inégalités, pour moi, c'est une ambition ontologique. L'être humain, nous sommes des êtres sociaux. Et le progrès, la civilisation, doit d'avoir un sens. Et le sens de ça, c'est que nous nous acceptions tels que nous sommes, extrêmement différents dans le monde. Et heureusement, il serait terriblement ennuyeux, le monde, si nous nous ressemblions, si nous parlions la même langue, si nous raisonnions de la même façon, si nous rêvions de la même façon. Nous aurions été d'ailleurs incapables d'imaginaire, incapables de littérature, incapables de culture, incapables de sculpture, de peinture. Nous aurions été incapables de cela. C'est parce que nous sommes divers, y compris nous portons en nous des choses que nous ignorons. Donc, la littérature et la culture, les littératures, les cultures, les imaginaires sont absolument indispensables. Et la lutte contre les inégalités, c'est ontologique. Ça n'est pas forcément une lutte de survie au sens où, en général, celles et ceux qui s'engagent dans la lutte contre les inégalités sont la plupart du temps des personnes qui ne subissent pas. Souvent, les personnes qui subissent les inégalités ne sont pas en capacité, en force pour les combattre, même s'il y en a qui les combattent. Mais c'est ce qui donne le sens justement ontologique à ces luttes-là. Ce sont des luttes de valeurs, ce sont des luttes éthiques. C'est parce que nous avons une conception de l'autre, une conception du monde que nous considérons comme insupportables les inégalités, les injustices. Et les littératures, toutes les expressions artistiques et culturelles y participent. Mais y participent simplement d'une façon plus joyeuse, plus lumineuse, plus mobilisatrice que les slogans, que les tracts. Les slogans et les tracts sont nécessaires. Les programmes politiques sont nécessaires. Les discours très militants sont nécessaires. Les littératures et les cultures, c'est la même chose, mais c'est en plus beau, c'est avec des personnages, c'est en plus doux, c'est avec des nuances, c'est avec des subtilités. Donc c'est cela que ça porte en plus. Est-ce que ça peut le faire maintenant où les réseaux sociaux envahissent nos vies ? Oui. Oui. Les réseaux sociaux, c'est votre période, c'est la technologie de votre époque, de votre génération. Ça n'a pas de sens de les rejeter systématiquement. Il faut en maîtriser, comme toutes les générations ont connu des progrès scientifiques et techniques. Certaines se sont laissées submerger par ces progrès et d'autres ont été capables de maîtriser ces progrès. Et c'est lequel disait science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Rappelez-moi. Monsieur le philosophe. Ah, ça m'étonnerait. Vous êtes sûr ? Bon, disons que c'est Rabelais. Je fais confiance à ces petits jeunes-là pour vérifier et ils vont nous dire avant la fin. Et bravo, madame. Donc, oui, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, c'est-à-dire que la science, la technique, ça ne résout pas toutes nos interrogations, ça ne répond pas à toutes nos interrogations, ça ne résout pas tous nos problèmes. Ça ne nous dispense pas d'incertitude, d'inquiétude, d'angoisse. Et c'est tant mieux. Quelle horreur, un monde où nous n'aurions aucune interrogation, où nous n'aurions aucune inquiétude sur le présent, sur l'avenir. Quelle horreur. Donc les réseaux sociaux, c'est juste cela. Une technologie issue de la science, de la recherche, qui aujourd'hui est à disposition. La seule question, c'est celle de l'usage. Si vous vous laissez envahir par l'usage des réseaux sociaux, vous perdez votre liberté. Comprenez bien cela.
Vous perdez votre liberté. Par contre, si vous maîtrisez l'usage de ces réseaux sociaux, vous augmentez votre liberté. C'est-à-dire que vous intégrez dans vos moyens d'expression, dans vos accès à la connaissance et au savoir, dans vos possibilités de dialogue et de conversation avec des personnes proches ou des personnes lointaines, vous augmentez vos capacités. Donc ça, vous accroissez votre liberté. Si vous laissez submerger, vous réduisez votre liberté. Donc la question est vraiment celle de l'usage, et les réseaux sociaux peuvent amplifier la capacité à lutter contre les inégalités sociales. Avec les réseaux sociaux, on peut organiser des actions collectives, des actions de solidarité, des actions de mobilisation. Avec les réseaux sociaux, on peut aussi détourner l'esprit et enfoncer les gens dans des complotismes, des conspirations, des imbécilités absolues. Donc, c'est comme la langue de la bruyère, là, pour le coup, cette fois. C'est la bruyère, l'histoire de la langue, là, qui est la meilleure des choses et la pire des choses. C'est la bruyère. Philosophe. Ah! Bon. On va réviser. Alors, Amina, vous m'avez parlé... je ne me relis pas. C'est génial, ça. Ah oui, sur les femmes, Tituba. Alors, nous ne sommes pas vierges culturellement, qui que nous soyons, où que nous soyons nés et où que nous grandissions. Nous ne sommes pas vierges, nous portons du bagage. C'est parfois du bagage inconscient, mais nous portons du bagage. Des cultures vous parliez de Fès et du Festival Littératures Itinérantes. Nous avons abordé la question des cultures comme espace d'émancipation. Et voilà, et la démonstration contraire, c'est justement que les premières marques d'oppression sont des interdits culturels, des interdits linguistiques. Les premières décisions prises lors de domination, lorsque une puissance débarque dans un pays et décide de capter la terre, le territoire, d'occuper le territoire et d'opprimer le peuple, la première chose qu'il fait, il interdit les langues, il interdit les manifestations culturelles. Voilà, il dépouille des cultures. Et Frantz Fanon a très bien décrit cela dans les damnés de la terre. Il y a un acte délibéré, méthodique, scientifique de dépouillement des cultures. Et ça donne évidemment des pathologies terribles, puisque Frantz Fanon était psychiatre, hein, ça donne des pathologies terribles, de l'automutilation. Les gens sont très mal parce qu'on leur vole ceux qui les structurent, ceux qui les constituent. Donc nous portons ces bagages-là. Nous n'en avons pas forcément conscience, notamment lorsque nous sommes nés ou que nous grandissons dans d'anciennes colonies, où pendant très longtemps, je rappelais que jusque dans les années 80, le créole était une langue interdite. Alors que c'est la langue de la société guyanaise, martiniquaise ou ailleurs, c'était officiellement interdit. Donc nous portons cela une fois que nous nous battons pour aller de façon souterraine, chercher, puiser, faire réémerger, nous retrouvons de l'équilibre. Donc les autrices que vous avez citées, Maryse Condé notamment, Marie-Célie Agnan et d'autres, oui, sont des femmes qui nous restituent par la littérature. Il y a des historiens, des historiennes qui nous restituent par la recherche, par le savoir, par des éléments tout à fait tangibles. Et puis ces femmes-là, elles ajoutent l'imaginaire. Elles occupent des espaces que les historiennes et historiens ne peuvent pas occuper. Même si l'histoire n'est pas une science exacte, c'est néanmoins une discipline rigoureuse qui impose des méthodologies et qui peut émettre des hypothèses, mais néanmoins doit prouver, doit alimenter par des faits ce qu'elle dit du passé. Les écrivaines et les écrivains ont la liberté d'inventer des marges, de puiser dans les marges et d'essayer de comprendre. Édouard Glissant, à nouveau, je vais citer d'autres auteurs, mais enfin, Édouard Glissant, il a une expression très très belle il dit il faut la vision prophétique du passé. Il faut nourrir la vision prophétique du passé. Comment le passé peut-il être prophétique? Mais lorsqu'on explore l'histoire coloniale, notamment, par exemple, l'histoire de la traite et l'esclavage, notamment pour les Outre-mer, on comprend cette vision prophétique du passé. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne saura jamais du passé.
Parce qu'il y a des choses qui se transmettent par la voix, par l'oralité. Et il y a des personnes, voilà, il y a des personnes qui n'ont pas pu. Il y a des choses qui se transmettent par le silence, par le mimétisme. Et voilà, il y a des personnes qui n'ont pas pu. Et néanmoins, elles ont transmis. Elles ont transmis. Donc la vision prophétique du passé, ça nous indique que lorsqu'on découvre un fait du passé établi, autour de ce fait, il y a des enseignements qu'on ne peut comprendre que lorsqu'on réfléchit au contemporain, à aujourd'hui. Et en tout cas, moi, cette expression de la vision prophétique du passé m'a illuminé toute une série de choses opaques, incompréhensibles, et m'a donné la conscience de la légitimité de l'exploration. On peut imaginer, on peut poser des hypothèses, on peut croiser, on peut, indépendamment des textes, de l'économie, de la statistique, des données sur la navigation, on peut, indépendamment de cela, ouvrir un espace qui est un espace sensible. Et là, on retrouve des pièces du puzzle et on arrive à reconstituer le puzzle. Et c'est ce que font ces romancières, de mon point de vue, qui sont de grandes romancières, de très grandes romancières. Ensuite, j'ai, moi, en tant que femme noire, ma vision du monde et alors, les remarques sexistes et racistes. Ouais, j'ai eu plus que mon compte, hein. Jeune homme, oui, j'ai eu plus que mon compte. Oui, je les ai affrontés. J'avoue que je sais depuis très longtemps que le racisme, le sexisme sont des imbécilités absolues. Et qu'on n'est pas dans le domaine du raisonnement, de la démonstration, de l'explication. Je ne vais pas expliquer à un raciste que je suis un être humain et que la couleur de ma peau ne me rend pas inférieure à lui. Je ne vais pas lui expliquer. Il va crever dans sa connerie, mais c'est le dernier de mes soucis. Par contre, je sais les dégâts que ça peut faire. Je sais les dégâts que ça peut faire et je sais que ça demande beaucoup de force intérieure. Parce que non seulement ça fait des dégâts psychologiques, mais le racisme a des effets sur la vie concrète, la vie sociale, la vie quotidienne. Lorsque par racisme, on vous refuse un logement, lorsque par racisme, on ne répond pas à vos demandes d'emploi, lorsque par racisme, on ne vous accorde pas les promotions que vous méritez, lorsque par racisme, on vous agresse physiquement, ça cause des dégâts. Donc ça n'appelle pas juste de la résistance psychologique ou psycho-affective comme moi je suis en mesure de faire. Donc moi je sais qu'il y a des gens qui en souffrent vraiment. Et je sais qu'il y a des gens qui sont, parce que socialement en situation de fragilité, sont plus vulnérables à ces agressions-là. J'ai donc d'autant plus le devoir, moi, de tenir bon. D'autant plus le devoir d'être forte. D'autant plus le devoir de renvoyer à la société l'image que ça n'affecte pas, que ça ne touche pas, que ça ne blesse pas, que ça n'affaiblit pas. Et c'est ce qui m'a guidée dans toutes les situations. Alors, je ne dis pas qu'on n'en souffre pas. Je vais vous faire un aveu. Il y a eu j'ai affronté des attaques violentes, voilà, d'une extrême intensité. Je les ai affrontées. Et j'ai un éditeur qui me saoulait en me disant « Mais vous devriez écrire sur cette expérience, puisque évidemment toute la France assiste à ça. » Donc il me dit « Mais vous devriez écrire sur les attaques racistes. » Je dis « Mais j'ai rien à raconter sur les attaques racistes. » Et laisser les racistes, ils vont crever comme le machin, les vers vont les manger, et ça va rien changer à l'état du monde. Et il insiste. Et je me retrouve à la fin de l'année, petite semaine, le président de la République décide, il nous donne une petite semaine de vacances. Et pendant cette semaine de vacances, j'envoie un SMS à l'éditeur, je lui dis, bon, est-ce que ça vous intéresse toujours, cette histoire? Il me dit, ah oui, absolument, je suis preneur. Et je me dis, bon, pendant une semaine, je vais expliquer, parce que c'est bien aussi de mettre les choses en mots pour que les jeunes filles, les jeunes gens qui sont confrontés à ça aient, non pas un moment où ils sont en face de moi, mais à n'importe quel moment, qu'ils aient un témoignage de, oui, ça, on peut le surmonter.
Et je vais vous faire un aveu, c'est que lorsque je me suis mise à parler de ces attaques, à les raconter et à dire comment je les surmonte, je pleurais à chaudes larmes. Je pleurais à chaudes larmes. Et j'ai découvert que, alors que j'étais de bonne foi, parce que j'ai dit plusieurs fois à la presse, mais enfin bon, les conneries, ça ne me touche pas les conneries, et puis bon, je le disais de bonne foi. Et le fait de me retourner dessus et de dire comment j'ai perçu, comment j'ai ressenti telle attaque, telle remarque, tel machin, et je peux vous dire, je ne pleure pas facilement. Je pleure sur les autres, je pleure sur le malheur des autres, je pleure, mais je ne pleure pas sur moi. Parce qu'on m'a interdit ça depuis que je suis gamine, quoi, de pleurer sur moi. De m'apitoyer sur moi-même, on m'a interdit ça. Et je pleurais à chaudes larmes. Donc j'étais intellectuellement, rationnellement persuadée que ça blessait, que ça pouvait détruire à l'intérieur. Et que justement, je devais, moi, qui avais de la force intérieure et qui était exposée au regard public, je devais montrer que ça n'affaiblissait pas. J'étais rationnellement persuadée de ça. Et j'ai découvert sensiblement que... non, c'est du baratin. C'est du baratin. J'étais de bonne foi en le disant, hein, mais c'est du baratin. Ça vous touche au plus profond de vous. Donc, une fois qu'on comprend ça, on se bat encore plus. On a encore plus l'obligation de faire reculer le racisme, d'intimider au sens éthique du terme, oui, au sens éthique du terme, c'est-à-dire d'imposer des inhibitions aux racistes, de faire en sorte que le raciste, il rentre chez lui, il s'enferme dans sa chambre, il crie tant qu'il veut, sale nègre, sale juif, sale arabe, il crie ça tant qu'il veut, enfermé dans sa chambre. Mais que dehors, dans l'espace public, dans l'espace social, et les réseaux sociaux sont un espace public et un espace social, il ferme sa gueule. Hein? C'est ça que nous devons arriver à faire. Ces news, bon, moi je ne regarde pas, j'en sais un peu. Ça, c'est le problème des démocraties. Enfin, c'est le problème. C'est la réalité des démocraties. Et c'est une question. La question, ce n'est pas l'interdiction d'une chaîne comme CNews. La question, ce n'est pas l'interdiction de support, parce qu'il y en a dans les journaux écrits aussi. Il y a des journaux racistes en France. La question, ce n'est pas l'interdit. La question, c'est comment on assainit l'espace public. Comment on riposte. Comment on crée des contre-feux. C'est ça. Et moi, ce qui me paraît le plus inquiétant, ça n'est pas tant CNews que la percolation, la contagion d'une certaine façon. Le fait que d'autres médias, y compris dans le réseau public, que d'autres médias, par facilité, dans des compétitions d'audience complètement idiotes, que d'autres médias glissent vers ces discours, ces disputes, ce rabaissement et ce mépris vis-à-vis de l'auditoire. Ce mépris, c'est penser que la majorité des Françaises et des Français sont racistes, que la majorité des Françaises et des Français adhèrent au discours d'exclusion, de haine, de repli sur soi, d'égoïsme. C'est penser que la majorité des Françaises et des Français sont contents lorsqu'on se défoule. C'est méprisant. C'est méprisant. C'est lâche au sens où, au contraire, il faut avoir le courage de prendre le temps d'expliquer, de dire pourquoi le monde est divers, pourquoi la société française est plurielle. Toutes les sociétés européennes sont plurielles. Les pouvoirs européens, les monarchies, mais la République aussi, en France, la Troisième République, ont vagabondé dans le monde. Les deux périodes de conquête coloniale sont des périodes où la France est allée dans le monde, comme l'Angleterre est allée dans le monde, etc. Et c'est pour ça que sur tous les continents, on trouve les langues européennes. Le français a pris ses quartiers au Maghreb, il a pris ses quartiers en Asie,
au Vietnam, il a pris ses quartiers en Amérique, en Guyane, mais pas seulement, dans la Caraïbe, il a pris ses quartiers, l'anglais pareil, le néerlandais pareil, l'espagnol, le portugais pareil, le portugais pareil. Donc les langues européennes sont dans le reste du monde, c'est très directement les effets des deux périodes de conquête coloniale. Une des résultantes de ça, c'est que des anciens empires sont venus des personnes qui sont aujourd'hui enracinées dans les pays européens. Donc les peuples européens, le peuple français est composé de personnes qui, d'ascendance, viennent d'ailleurs, même si ces personnes sont nées là depuis 1, 2, 3 générations. Donc penser qu'on ne peut pas expliquer ça au peuple français, c'est mépriser le peuple français. C'est le mépriser. Donc moi, ma préoccupation, c'est pas tellement que CNews se dispense de cette explication et encourage la haine, le mépris, les préjugés, le racisme et tout le reste. Ma préoccupation, c'est que c'est toutes les digues qui tombent. C'est les autres barrières qui s'affaissent. C'est plutôt ça ma préoccupation. Donc j'ai plus envie d'interpeller notamment les médias publics, mais aussi les médias privés qui acceptent l'intelligence, le débat, la contradiction. J'ai plus envie de les interpeller en leur disant « mais quel travail vous faites pour élever l'esprit, pour nourrir la connaissance, pour faire en sorte qu'on comprenne pourquoi la société est plurielle, qu'on comprenne que les solidarités ont encore lieu, qu'on comprenne qu'on a intérêt à des dialogues entre les sociétés, y compris entre les anciennes puissances coloniales et les anciennes colonies. Il y a des efforts à faire pour expliquer cela. Mais ça suppose de respecter le peuple français, qui est respectable. Qui est respectable. Moi, je veux dire que je parcours la société française depuis très très longtemps. J'ai rencontré et j'aime dire souvent, parce que souvent on dit les racistes, l'extrême droite, etc. Ben oui, mais les gens sont pauvres, les gens n'en peuvent plus, ils n'ont pas de boulot, ils sont au chômage, ils bouclent pas leur mois, et puis ils voient des étrangers qui touchent des allocations familiales, etc., du RSA, etc. Souvent, quand ils parlent de ces gens-là, ils ne parlent pas d'étrangers, ils parlent de Français et de Françaises. 2, ce sont des fantasmes, parce que très souvent... les gens perçoivent les allocations familiales lorsqu'ils y ont droit, point barre. Lorsqu'ils y ont droit, point barre. La société est organisée. S'ils les perçoivent, c'est qu'ils y ont droit. Et on sait que les gens renoncent à des droits au RSA. Je crois qu'il y a pratiquement 30% de renoncement de personnes qui ont droit au RSA et qui ne font pas les formalités pour percevoir le RSA. Bon. Donc, c'est sur une montagne de mensonges qu'on arrose la haine, qu'on nourrit la haine. Mais... je m'élève en faux contre le fait que la plupart des gens qui font ça sont des personnes qui sont en difficulté. Moi, je connais beaucoup de personnes qui sont en difficulté, qui restent généreuses. Beaucoup, beaucoup. Moi-même, je suis née dans un milieu modeste, je suis de famille modeste. Moi, je me souviens, ma maman il y avait toujours à manger pour des personnes qui passaient. À l'époque, on les appelle les clochards de la ville. À l'époque, ils savaient qu'ils passaient chez ma maman. Il y avait une assiété, il y avait une chemise. Je ne sais pas où elle prenait la chemise. Bon, elle a eu des hommes, elle a eu des enfants. Donc, il y en a qui oubliaient leur chemise. Donc, mais moi, je me souviens qu'elle donnait des chemises. Je me souviens qu'elle donnait de l'eau de Cologne. Moi, j'ai grandi sans qu'on me le dise, mais en comprenant qu'on a toujours quelque chose à donner. Absolument. Et on a toujours, y compris quelque chose de matériel à donner, y compris lorsqu'on est matériellement assez démuni. Donc, c'est pas un déferlement de pauvres qui est devenu raciste, non. Et ceux qui construisent les discours racistes et les diffusent sont en général des gens très confortablement installés dans la société. Voilà, donc on va prendre encore d'autres questions. Alors, ouais, il y a beaucoup de mains qui se lèvent. Alors, on prend derrière. Il y a aussi Sana Rouati qui voudrait une question. Vous voulez
Si on déborde 5-6, c'est pas grave, parce qu'il y a beaucoup de demandes. Alors, allez-y. Là, il y a... Voilà, 1, 2, 3, 4. Et après, on vient devant, on écoute les lycéens. Et après, on prend les 2 dernières questions. Fouad Souiba, écrivain, et Sana Rouati, universitaire et spécialiste de la littérature marocaine. Alors, et également monsieur qui est réalisateur. Alors je vais mal prononcer le film, mais j'avais adoré. J'avais vu votre film. On m'en a parlé. Zanka Contact. Je le prononce mal. Je suis désolé, mais c'est un super film. Alors là, il y a presque une dizaine de questions. On tente des questions courtes, on va droit à l'essentiel. Alors voilà, on va écouter les lycéens, Sana Rouati, monsieur et monsieur, et vraiment questions courtes et on va à l'essentiel, parce qu'il faut aussi qu'on aille manger, même s'il n'y a pas de foot et de spectacle ce soir. Alors bonsoir Madame Taubira, vous êtes une femme féministe et une femme de lettres également. Et ma question porte sur le domaine du langage et je voulais savoir... selon vous, dans quelle mesure l'utilisation du langage épicène, notamment dans nos administrations, constitue une étape dans le combat féministe ? On va prendre plusieurs questions. Il y en a une là, 2, 3 là, une là, une là, une là, et on termine par monsieur. Donc je vous laisse faire, allez-y, je vous laisse passer le micro. Là. Ah oui. Bonsoir Madame Taubira, je me présente. Depuis tout petit, la question sur l'égalité des genres est une question qui a suscité beaucoup de passion en moi, je dirais. Et aujourd'hui, je suis secrétaire général du modèle des Nations Unies au lycée Descartes. Donc, c'est-à-dire c'est une conférence où les élèves jouent le rôle en quelque sorte des différents délégués des Nations Unies. Et donc, c'est ce qui amène à ma question suivante. C'est justement une question qui est un petit peu entre la politique mais aussi le combat féministe. Donc, pensez-vous que les quotas électoraux sont une mesure efficace pour accroître le nombre de femmes au Parlement ? Si oui, comment corriger une potentielle image négative de la femme qui n'aurait pas les compétences requises dues à cette discrimination positive ? Merci. Bonsoir, très honorée de faire votre rencontre. Vous avez l'expérience du pouvoir au gouvernement français, évidemment, une expérience importante pour la jeunesse française, pour les communautés que vous avez soutenues par votre force, par votre plume. À partir de cette expérience, comment percevez-vous le rapport entre pouvoir, et j'entends dans la sphère politique, et influence ? Pensez-vous que la présence des femmes au pouvoir est un vecteur d'influence pour la cause féminine ? Et pensez-vous que les femmes peuvent gagner en pouvoir gagner en influence, indépendamment du pouvoir ? Bonjour madame, bravo pour tout ce que vous avez fait, vos combats, etc. Et surtout merci d'avoir bien voulu donner une partie de votre précieux temps, n'est-ce pas, à tous les élèves, enseignants, etc. présents dans cette salle. À un moment vous aviez parlé des plus forts et donc de leurs devoirs, parce que vous disiez, en disant que les plus forts, justement, c'est toujours ceux qui doivent faire le plus d'efforts afin d'instaurer le dialogue. Et donc, de ce point de vue-là, j'aimerais vous demander si vous pensez que la situation de quelqu'un qui est passé du stade des plus faibles, qui a vécu parmi les plus faibles et qui interagit avec les plus forts, par exemple, quelqu'un qui est un transfuge de classe ou quelqu'un qui est un agent problématique, c'est-à-dire quelqu'un qui côtoie un peu, beaucoup de personnes différentes dans l'espace social.
Est-ce que vous pensez que ce genre de situation peuvent rendre plus fort, en quelque sorte, dans le sens où elles peuvent permettre de rendre le dialogue possible et de rendre ce dialogue-là plus enrichissant, que ce soit humainement ou politiquement. Voilà. Désolé pour le tremblement dans ma voix. Alors je suis désolé, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent parler là, et après, c'est pas la peine. C'est vrai que je me permets, on donne la parole à la jeunesse. Je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent des questions, peut-être on va les regrouper. On fait court à chaque fois, comme ça un maximum de personnes peut parler avec vraiment votre autorisation, Madame Taubira. Voilà, donc il y a plusieurs personnes qui veulent parler. La personne au micro, voilà, pas hésiter à faire tourner. Il y a plusieurs personnes là, une personne là. Et après, si fois des messieurs veulent la parole, on fera passer. Merci beaucoup. Alors bonjour Madame Taubira. Vous êtes une politicienne, une économiste et une écrivaine. Et vous avez aussi écrit des poèmes. Et donc j'aimerais savoir comment avez-vous fait pour conjuguer la poésie avec la politique ? Et est-ce que pour vous, la poésie est une expression de votre idéologie et de vos valeurs ? Merci. Bonjour Madame Taubira. Dans une émission, vous avez mentionné le fait que les hommes devaient faire l'expérience de la minorité. Est-ce que vous pouvez m'éclairer à propos de cette citation ? Bonsoir Madame Taubira. D'abord, je suis très ravi et honoré de participer à cette merveilleuse rencontre. Je suis Hilal Abtouab, étudiant de 3e année à HM Business School. Comme vous l'aviez estimé, nulle réparation matérielle n'effacera un crime si grand que l'esclavage et la colonisation. C'est vos paroles, Madame Taubira. Le Maroc étant une ancienne colonisation française, certains Marocains peuvent développer des mauvais sentiments, on peut dire certaines rancunes vis-à-vis de la France. Que pouvez-vous dire, Madame Taubira, à propos de ce sujet afin de promouvoir la paix sur ce sujet ? Merci. Bonsoir Madame, je suis honorée de vous rencontrer ce soir et merci encore d'être venue pour nous... Je vais tout de suite passer à ma question. Comment décrirez-vous votre jeunesse et quels conseils majeurs donnerez-vous à la jeunesse d'aujourd'hui ? Merci. Bonjour Madame la Ministre, je suis là. Écoutez, je suis très ému d'être venu vous écouter ce soir parce que vous ne le savez pas, mais vous avez chamboulé ma vie, comme vous avez touché celle de dizaines de milliers de personnes avec les lois que vous avez faites passer, avec celles que vous n'avez pas faites passer. Parce que moi, en fait, je suis binational, je suis marocain et je suis français, et je suis une victime des attentats du 13 novembre. J'étais dans la fosse au Bataclan, j'ai survécu à l'attentat du Bataclan, et je me suis retrouvé à ce moment-là, au moment où il y a eu le débat de la déchéance de nationalité notamment, je me suis retrouvé dans un impensé de la société française, quoi. Je me suis retrouvé dans un endroit avec un gouvernement qui ne pensait pas à moi, ni à moi ni aux gens comme moi, bien sûr, parce que je ne suis pas seul dans ce cas-là. Il y a des victimes, il y a des morts. Je pense à Jamila, je pense à Amine qui, comme moi, a fait son lycée ici. Et ce que vous avez fait était extraordinaire parce que ça m'a réconcilié. Parce que face à quelque chose qui est intolérable, on se lève et on se casse. C'est ce que vous avez fait. Et donc pour ça, bravo et merci. Je voulais, parce que d'un coup, voilà, je me retrouvais, je pense qu'être de gauche, c'est penser à ceux à qui on ne pense pas, puis c'est ce que vous avez fait. Et je voulais juste savoir si, en tant qu'ancienne garde des Sceaux, vous aviez suivi les procès de Charlie, mais aussi de celui du Bataclan, bien sûr, et ce que vous en aviez pensé. Voilà. Bonjour Madame Taubira, je suis extrêmement honorée de vous rencontrer. Et j'avais une question concernant le féminisme, étant donné que c'est un sujet que vous avez abordé.
Donc ma question est donc la suivante. Pensez-vous que la réglementation des tenues vestimentaires dans les lycées est une atteinte directe au corps de la femme? Merci beaucoup, madame. Peut-être vraiment une dernière question ou... Ouais, parce qu'il faut qu'à un moment... Ouais, alors, ce que je vous propose, c'est qu'à un moment, il faut qu'on arrête. On peut pas... Il y en a 3, on fait ça? Oui, si vous permettez. Je ne suis pas sûre d'être capable de répondre à toutes vos questions, en termes de temps notamment. Moi, je n'ai pas de concert ce soir. Mais, je ne sais pas, il y a madame le proviseur, donc il y a des règles dans un établissement scolaire. Moi, je propose que même si vous acceptez le risque que je réponde trop vite ou pas assez, parce que je culpabilise, hein, je sais que c'est parce que je fais des réponses interminables que je consomme beaucoup de temps. Si vous acceptez le risque qu'on entende vos questions, même si je ne suis pas en capacité d'y répondre de façon exhaustive, je propose qu'on prenne toutes les questions. Au moins, on aura entendu vos questions. C'est frustrant. Personne ne répond. Moi, j'essaierai de répondre. Je dis simplement que je risque de pas répondre à tout le monde. Donc, il y a 2 jeunes hommes dans le fond. S'ils veulent, ils les posent quand même. Et si ça se trouve, je vais vous répondre, hein, dans le détail, hein, si ça se trouve. Merci. Donc, bonsoir, Madame Taubira. Donc, avant tout, j'aimerais vous remercier et vous dire à quel point c'est un honneur pour moi de vous rencontrer ce soir. C'est un rêve d'enfant qui se réalise parce que je vous ai suivi depuis mes 13 ans. J'ai l'émotion qui monte et c'est donc très touchant pour moi aujourd'hui. Et alors aujourd'hui, ma question va se baser sur notre monde. Donc notre monde actuel qui est en crise, comme vous l'avez si bien dit, que ce soit économique, politique, mais même écologique, même surtout écologique, et qu'au vu donc de cette décadence, si on peut appeler ça comme ça, qui en vient donc s'appliquer à tous ces domaines, aujourd'hui, la jeunesse a donc un monde à remettre en place, en corrigeant en fait les erreurs passées. Cependant, qui dit sauver notre planète et donc son environnement incite et implique en fait, qu'on le veuille ou non, un ralentissement économique. Alors ma question est la suivante. Comment, selon vous, convaincre une société qui est assoiffée de pouvoir et qui depuis 150 ans s'est alors enracinée dans la culture du toujours plus? Comment faire pour leur apprendre à privilégier la culture, notre planète et notre environnement, afin de sauver donc non seulement notre monde, mais aussi nos âmes? Voilà, merci. Bonjour madame. Bonjour madame Taubira, c'est un honneur de pouvoir vous rencontrer. Je suis surtout très reconnaissant de pouvoir vous poser des questions. Vous avez fait un rapide passage par rapport aux racistes et vous avez dit qu'on pouvait les laisser crever dans leur coin. Mais des fois, on n'a pas le choix et on doit s'y confronter. Et c'est par exemple ce que vous avez fait avec brio par rapport aux lois que vous avez passées. Et du coup, j'aimerais vous demander comment, quand on doit changer les choses, répondre à ce genre de menaces et est-ce qu'on peut changer ces gens dans ce genre de situation? Bonjour madame, alors je vais essayer de faire court pour ne pas prendre plus de temps que ce que vous pouvez nous accorder, déjà très généreusement. Alors j'aimerais vous demander, pour vous, en France, en 2022, quand on voit les derniers résultats électoraux de la gauche, qu'est-ce que encore la gauche en France et qui l'incarne? Voilà, merci. D'abord, je suis très contente d'avoir entendu vos questions et du coup, moi, je m'en veux parce que si j'avais parlé moins longtemps chaque fois, mais c'est mon défaut, j'ai déjà fait des efforts complètement stériles. Je n'arrive pas à expliquer des choses en 3 mots. En fait, je suis très scrupuleuse, donc surtout lorsque je m'adresse à la jeunesse. J'ai tellement la préoccupation d'être claire, de ne pas laisser traîner des ambivalences, de ne pas être confuse, que je donne trop d'explications.
Donc, je fais des réponses interminables. Mais en tout cas, bravo et merci pour la qualité de vos questions. Merci pour les mots chaleureux chaque fois que vous les avez prononcés. Merci, ça me touche profondément parce que je pense que vous ressentez que je vous aime, c'est tout. Que je vous aime, que pour moi, le sens de la vie d'aujourd'hui, c'est élargir les chemins pour vous. Pour que c'est vous qui allez illuminer ces chemins-là. Mais nous devons vous les élargir. Donc, je pense que vous ressentez ça. Et c'est pour ça aussi que je veux vous parler avec des précisions comme vos parents, là, avec des détails, comme les profs, là. C'est parce que tous, on vous aime. Alors, je vais répondre dans machin. Vous serez probablement frustrés de certaines réponses qui seront incomplètes parce qu'il y a beaucoup de réponses de fond qui mériteraient parfois une conférence entière pour aller dans le détail. Alors, je prends dans le désordre ce dont je me souviens parce que j'ai écrit de façon à pas bien comprendre ce que j'ai écrit. Par exemple, sur les quotas de femmes, est-ce qu'il faut des quotas de femmes? Il y a une question sur les quotas de femmes et sur les femmes, peuvent-elles avoir de l'influence en arrivant au pouvoir ou faut-il éviter le pouvoir pour avoir de l'influence? Nous, femmes, nous n'avons pas à nous poser la question de savoir si nous sommes mieux au pouvoir ou en dehors du pouvoir, si nous avons de l'influence, si nous devons nous contenter de faire du soft power, des choses comme... Les hommes ne se posent pas ces questions-là. Et lorsque je dis les hommes, je ne dis pas chaque homme, les hommes dans cette salle ou chaque homme que vous rencontrez. Je veux dire que l'état d'esprit du pouvoir en tant qu'héritage patriarcal dans nos sociétés, cet état d'esprit, c'est qu'il est normal, naturel, fluide que les hommes accèdent au pouvoir. Et que lorsque les femmes accèdent au pouvoir, ça devient un sujet. Au nom de quoi ça devient un sujet? Au nom de quoi? Donc, les femmes n'ont pas à se poser la question de savoir si on est plus influente. On nous a appris dans l'histoire, derrière chaque grand homme du passé, de la monarchie, de la noblesse, etc., il y a une femme sur l'oreiller, elle influençait. Mais zut! Moi, sur l'oreiller, je fais autre chose. Je suis désolée. Vous êtes grand, hein? Je veux dire qu'il y a autre chose à faire. Sans des terminales, bon, c'est très bien. Il y a autre chose à faire sur l'oreiller que orienter les décisions de pouvoir d'un homme. Donc, les femmes, c'est de plein droit qu'elles doivent accéder au pouvoir. Et c'est dans notre intérêt commun, collectif, commun, hommes et femmes compris, c'est dans notre intérêt que les femmes accèdent au pouvoir. Parce que dans nos sociétés, le pouvoir a été élaboré à travers les siècles par les hommes, dans une culture de domination. On peut trouver des exceptions, s'il y a des professeurs d'histoire, de philosophie, de tout ce qu'on veut. Ils peuvent nous trouver une société où les Amazones, par exemple, ils peuvent nous trouver des sociétés Inca éventuellement. On peut trouver d'anciennes reines en Afrique, on peut trouver des femmes extrêmement influentes en Europe, etc. On peut trouver. Mais le pouvoir tel qu'il se répand dans son organisation et dans sa culture, tel qu'il se répand dans le monde, c'est un pouvoir patriarcal. C'est-à-dire que c'est un pouvoir qui est fondé, qui repose sur des implicites selon lesquels c'est le lieu des hommes, c'est une puissance virile et que c'est un lieu de brutalité et de violence. Et le pouvoir est organisé comme ça, c'est-à-dire y compris physiquement. L'architecture des lieux de pouvoir est une architecture qui favorise la masculinité. Et pas la masculinité normale, la masculinité pathologique, là. Celle, on bombe le torse, on est viril, on tape le derrière des femmes, on commande, on détruit, on a tous les droits, etc. Cette masculinité-là, c'est elle qui sert de standard pour le pouvoir tel que le pouvoir normatif est organisé dans nos sociétés. C'est un héritage. Il ne s'agit pas d'aller taper sur les hommes d'aujourd'hui. Quand ils ont des actes et des attitudes individuelles, il faut leur taper dessus. C'est absolument indiscutable. Mais ce n'est pas là qu'on règle le problème du pouvoir. Le lieu du pouvoir doit redevenir un lieu de représentation, d'action, en démocratie en tout cas. Il doit redevenir un lieu où toute citoyenne ou tout citoyen qui en a la volonté, les capacités,
se retrouvent en situation d'agir. Donc, on n'a pas à se poser la question de savoir est-ce que les femmes doivent être influentes à l'extérieur, est-ce qu'elles ont plus de marge de manœuvre pour agir à l'extérieur. Les seules questions qu'on doit se poser, comment on fait vite, très vite et très bien pour casser le virilisme qui pollue l'exercice du pouvoir. Comment on fait vite? Parce qu'on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Donc, le patriarcat qui a construit ces lieux, ces méthodes de travail, ces modes de comportement, ces codes, des codes vestimentaires, des codes d'expression, ces lieux de pouvoir patriarcaux, nous devons les enrichir, nous devons les diversifier, nous devons faire en sorte que la moitié, sinon plus, du capital d'intelligence, de savoir, de sensibilité, de connaissance, la moitié de ce capital qui se trouve dans la société accède à la décision. Accède à la décision. Et c'est pour ça que ce n'est pas une question de quotas. Effectivement, le problème des quotas. Pendant des années, moi, j'ai pris la parole pour dire non, je refuse les quotas, parce que les quotas, évidemment, c'est humiliant, c'est infantilisant. On va se dépêcher de vous dire, ah ben oui, mais toi, tu es là sur un quota. Tu n'es pas là pour tes compétences, tu n'es pas là pour tes mérites, tu n'es pas là pour ta valeur, tu es là pour un quota. Bon. Donc, c'est très écrasant pour la personne qui est là. Sauf qu'on voit bien comment les mécanismes d'exclusion et d'élimination continuent à fonctionner. Donc, si on ne les casse pas, on n'y arrive pas. Alors, je ne suis pas sûre qu'il faille les casser par des quotas. Et si une femme incompétente arrive au pouvoir, bah, advienne que pourra, hein, franchement. Je préfère que non. Mais pour le nombre d'hommes incompétents qui sont au pouvoir, on n'en crève pas et on ne dit rien. Et même quand on en crève, on ne dit rien. Une femme incompétente, ça ne doit pas t'empêcher de dormir. Hein. Ça ne va pas t'empêcher de dormir, tu es d'accord avec moi? Ça peut exister, une femme incompétente. Ce n'est pas toi qui as posé la question. Peu importe. Mais si. Mais oui, mais ça ne doit pas t'empêcher de dormir. Voilà, ça ne doit empêcher personne de dormir ici. Parce qu'en plus, avec le syndrome, je t'embête. Oui. Avec le syndrome de l'imposture, on sait que, franchement, les femmes surcompétentes, super compétentes, hyper compétentes, passent leur temps à se demander... Vous êtes sûr que c'est moi qui dois prendre cette responsabilité-là? Vous croyez vraiment que je saurais faire? Les femmes, c'est plutôt ça. La norme, c'est plutôt ça. Donc, voilà. Je vous disais le risque de rester 107 ans sur une machin. Alors, je ne vais pas fuir les questions. Je vais regarder les questions les plus délicates pour ne pas les fuir. Parce que je vous parle de courage, je vous parle de ne pas avoir peur. Il faut que je vous en fasse la démonstration. Hein. Sur les réparations, très très rapidement. Moi, je pense, alors, il y a l'histoire, il y a les faits, ils sont établis, tout le monde sait aujourd'hui. Et puis, on reconnaît que c'est un crime contre l'humanité. On reconnaît que c'est un crime contre l'humanité. Tout crime, tout délit, d'ailleurs, appelle réparation. C'est ce qu'on trouve dans le droit démocratique. On reconnaît qu'il y a des lois, il y a un cadre législatif, une infraction, un délit, un crime, c'est une transgression de l'appareil, de l'arsenal législatif, c'est-à-dire c'est une transgression d'une certaine façon du contrat social. On a des règles qui nous permettent de vivre ensemble en société. Lorsque on commet un acte répréhensible, c'est qu'on a transgressé une règle. Donc, il est normal que la société dise, lorsqu'on transgresse, voilà ce que ça coûte. Donc, un délit, un crime, ça appelle réparation. A fortiori, un crime contre l'humanité. La particularité des crimes contre l'humanité, c'est justement qu'ils sont irréparables. C'est-à-dire, lorsqu'on a commis un crime contre l'humanité, les millions de morts, personne ne va les relever. Personne ne répare, personne ne va réparer sur des siècles. La mort, enfin, même lorsque le crime ne visait pas, la Shoah est un crime qui visait expressément, méthodiquement, industriellement la destruction des Juifs. Il y a d'autres crimes contre l'humanité, comme la traite, l'esclavage. On peut considérer que la colonisation, dont toute une série de pratiques constitue effectivement un crime contre l'humanité.
Ça, c'est pas fait pour détruire, même si parfois il y a des épisodes de destruction délibérée, mais c'est fait pour exploiter, pour surexploiter, pour instrumentaliser, pour opprimer, pour écraser, etc. Donc la difficulté, c'est que ça ne se répare pas, ça. Ça ne se répare pas. On ne peut pas ressusciter les morts, on ne peut pas réparer la destruction sur plusieurs générations des langues, des cultures, la destruction des destinées personnelles. C'est-à-dire pas de chance de devenir ce dont on rêve éventuellement, et même pas accès au rêve. L'enfant d'un esclave ou d'un indigène, il n'a même pas accès au rêve. Donc ça ne se répare pas. On peut considérer qu'une revendication matérielle, financière aujourd'hui serait une compensation. Personnellement, je ne le pense pas. Je ne le pense pas parce que je ne considère pas que la colonne vertébrale de l'évolution sociale, culturelle, civilisationnelle se mesure matériellement. Je ne le pense pas. Et en plus, je considère que lorsqu'on est sorti de ces périodes de guerre, d'invasion, de domination, d'écrasement, quel que soit le prétexte, que ce soit un prétexte économique, assumé, financier, que ce soit un prétexte soi-disant civilisationnel, faire accéder les peuples sauvages à la culture, que ce soit un prétexte religieux, sauver les âmes, etc., quel que soit le prétexte, moi, je ne pense pas que dans un cycle infernal de réparation, on en sortira. Il nous faut porter le monde ensemble. Il nous faut porter le monde ensemble. Et porter le monde ensemble, c'est d'abord poser en tout lieu et en toutes circonstances que chacun d'entre nous est l'humanité tout entière. Que chacun d'entre nous porte une dignité humaine qui est absolument inaliénable. Et qu'on ne peut tolérer que sa propre dignité soit agressée ou contestée, ou que la dignité du voisin, aussi dissemblable qu'il soit de nous, physiquement, et même culturellement, que sa dignité puisse être mise en cause. Et c'est ça que nous devons porter ensemble. Et à partir du moment où nous comprenons cela, la réparation, elle se fait. Elle se fait dans l'effort de s'élever. Elle se fait dans l'effort de concevoir les droits, les libertés. Elle se forge dans l'élaboration des relations. Elle se forge dans le dialogue entre les peuples. Elle se forge dans la reconnaissance des cultures. Et puis elle se forge dans la conscience que pendant tous ces siècles-là, il ne s'agit pas seulement de réparer. De toute façon, c'est irréparable. Hein. Si on veut additionner les milliards qu'il faudrait pour réparer, personne n'a cette fortune-là sur Terre. Hein. Donc, de ce point de vue, c'est absolument irréparable. Par contre, on peut reconnaître qu'on a écrasé des cultures, on a asphyxié des langues, et qu'on peut faire des efforts aujourd'hui pour faire ressurgir ces cultures et ces langues. Et que toutes ces générations qui ont été écrasées pendant la colonisation, pendant la traite, ces générations ont continuer à avoir une expression culturelle, des expressions culturelles. Et qu'on peut faire des efforts aujourd'hui pour financer des recherches, des travaux, pour permettre à des artistes de rechercher, d'explorer, de façon à ce qu'on enrichisse à nouveau le patrimoine culturel universel de ces apports qui ont été faits. Dans nos sociétés qui ont été longtemps des sociétés orales, la tradition orale a transmis des choses absolument fabuleuses qui ne sont pas moins savantes que les sciences très prosaïques, très normées qu'on connaît dans les pays occidentaux. Mais tout ça participe du patrimoine de l'humanité et le faire ressurgir contribue à enrichir notre bagage commun. Et moi, je crois que ce sont ces combats-là qu'il faut livrer. Plutôt que de dire qu'il faut indemniser les descendants d'esclaves, de la traite négrière, de la colonisation, etc., plutôt que de dire ça, alors que nos sociétés, elles se sont mélangées entre-temps. Elles se sont mélangées. Parce que sur le moment, on entrave, on opprime, on exclut, on fouette, on maltraite, on tue. Et puis en passant, sans s'en rendre compte, on se rend compte et on s'aime. Ça arrive. Et les enfants de viol ne sont pas des enfants d'amour. Mais il y a eu de l'amour quand même. Les femmes esclaves qui ont été violées, elles ont aimé quand même leurs enfants. Elles ont avorté chaque fois qu'elles ont pu.
Mais quand elles ont eu des enfants, elles les ont aimés. Il y a des histoires, notamment une qui est reprise par Toni Morrison, par exemple, de cette femme, Margaret Garner, qui tue sa petite fille plutôt que de penser que sa petite fille vivra les affres de l'esclavage. Donc il y a de l'amour. Il y a un amour qui va au-delà du concevable. Parce que là... Beloved, absolument. Et elle en a fait un opéra en plus. Donc voilà, il y a tout ça, c'est à nous. Donc il faut le faire ressurgir. Et moi, je préfère qu'on mette des budgets publics dans la recherche. Il suffit de faire confiance à des artistes. Ils vont nous retrouver tout ça. Donc voilà, moi je suis contre la réparation matérielle et financière. Sur le féminisme, il y a eu quelques questions croisées, notamment la question du langage dans les administrations, etc. Je vais répondre peut-être par une formule. Pour moi, le féminisme est un humanisme. C'est-à-dire que la question, c'est pas, même s'il y a des rééquilibrages à faire, la question, c'est pas le rééquilibrage. La question pour moi, c'est pas qu'il y ait plus de femmes au pouvoir que d'hommes. La question, c'est que nous construisons nos sociétés différemment. Et que nous cessions cette imbécilité absolue, parce qu'elle nous appauvrit individuellement et collectivement, d'écarter la moitié de nos intelligences. Ça veut dire que si le féminisme est un humanisme, la question, c'est pas de se mettre à étrangler les hommes et de faire surgir les femmes. La question, c'est de casser les mécanismes qui éliminent les femmes. Et à ce moment-là, ça veut dire que c'est toutes les sphères. Donc oui, y compris le langage dans les administrations. Oui, y compris la façon dont nous évoluons dans l'espace public. Oui, y compris la criminalisation de tous les actes qui considèrent que les femmes sont des objets sexuels et qui affranchissent les hommes de toute une série de respects, de contraintes et de comportements. Donc c'est un humanisme, ça veut dire que c'est ensemble que nous rééquilibrons la société. Et que nous posons très clairement, sans viser des hommes en particulier, sauf lorsque ces hommes se rendent coupables d'actes dont ils doivent répondre individuellement, nous faisons en sorte qu'ensemble, nous élevions nos sociétés. Donc c'est dans toutes les sphères, c'est dans le comportement, c'est dans la tenue vestimentaire, c'est dans l'accès au métier, c'est dans l'accès au savoir, c'est dans l'accès à l'imaginaire. Les jeunes filles qui se réfrènent et qui disent « ouais, mais ces études-là, c'est pas pour moi ». Non, il faut qu'on casse ces inhibitions-là. C'est comme ça qu'on va s'élever ensemble. C'est comme ça qu'on va s'élever ensemble. Donc, pour moi, ça doit entrer dans toutes les sphères de la société, dans le langage de l'administration, dans le comportement de l'administration, dans les règles, dans les règlements. Ça doit percoler partout. C'est une génération qui doit le faire. On ne va pas continuer à traîner. C'est une génération qui doit le faire. Il va y avoir de la casse, c'est inévitable. Mais... j'ai pas envie de le dire, en tout cas je le dis sans aucun cynisme, cette casse de toute façon, elle sera moindre que la casse qui depuis des générations et des générations exclut la moitié de nos sociétés, de l'imagination, du savoir, du pouvoir, de l'initiative, de la transformation, etc. Cette casse de toute façon, elle sera moindre. Donc essayons de limiter la casse, parce qu'il y a forcément des dégâts, il y a des gens qui seront fragilisés, il y a des gens qui vont souffrir, il y aura des injustices. Dans la casse, il y a toujours des injustices. Donc, essayons de limiter la casse, mais ne nous racontons pas d'histoire. Si nous attendons une génération qui va tout transformer profondément au sens de l'égalité réelle, entre nous tous, entre les hommes et les femmes, mais entre nous tous, qui que nous soyons, quelles que soient nos singularités, nos particularismes, quel que soit ce qui nous distingue du reste, ou même de la masse qui apparaît comme la norme, l'égalité entre nous toutes et nous tous, et c'est justement nos différences, nos diversités multiples qui font que l'égalité a un sens, parce que si nous étions pareils, l'égalité n'aurait aucun sens. L'égalité a un sens parce que nous sommes divers et différents. Notre génération, votre génération doit le faire. Essayons de limiter la casse. Il y aura de la casse. Essayons de la limiter parce que la casse est toujours injuste. Il y a toujours des dégâts collatéraux. La casse est toujours injuste. Essayons de la limiter, mais il y aura de la casse. Et cette casse est inférieure à celle qu'on aurait si on continuait comme ça. Merci à vous d'être aussi intelligents, engagés. Et merci pour cet échange.